Ce matin de mars, quand Chloé poussa la lourde porte vitrée de son bureau du 11e arrondissement, l'arôme familier de café fraîchement moulu fut remplacé par un parfum écœurant qu'elle reconnut instantanément, le Chanel No. 5, que sa mère ne portait que pour les grandes occasions. Ses yeux parcoururent l'espace moderne avec ses plantes suspendues et mobilier scandinave, jusqu'à s'arrêter sur la scène qui l'attendait. Ses parents étaient assis dans ces fauteuils de cuir gris, ceux réservés habituellement à ses clients les plus importants. Son père fixait le mur avec cette expression butée qu'elle lui connaissait depuis l'enfance, celle qu'il affichait quand il s'apprêtait à lui imposer quelque chose. Sa mère évitait son regard, tripotant nerveusement son sac Hermès, un cadeau que Chloé lui avait offert pour ses 60 ans. Mais c'est la présence de Damien, affalé contre son bureau comme s'il lui appartenait, qui fit battre son cœur plus fort. Son frère de 30 ans arborait ce sourire satisfait qu'elle détestait, celui qui signifiait qu'il avait manigancé quelque chose dans son dos. Son père prit la parole sans se lever, sa voix portant cette autorité factice qu'il utilisait encore avec elle malgré ses 34 ans. Il fallait embaucher Damien comme directeur commercial, avec un salaire de 4 500 € mensuels. Son frère traversait une période difficile et avait besoin de vraies responsabilités. Chloé posa son sac sur la console près de l'entrée, ses mains tremblant légèrement. 8 ans qu'elle avait bâti cette agence de communication digitale, transformant un studio de 20 mètres carrés en une entreprise de 15 employés. 8 ans de nuits blanches, de sacrifices, de refus d'aide familiale pour prouver sa valeur. Et ils étaient là, dans son sanctuaire, sans invitation. Damien agita un trousseau de clés avec des involtures, expliquant que leur mère avait gardé le double donné pour les urgences 3 ans plus tôt. L'urgence. Cette clé était destinée aux vrais problèmes. Accident, hospitalisation, catastrophe. Pas à cette mascarade. Sa mère tapota le fauteuil à côté d'elle d'une voix mielleur, l'invitant à s'asseoir pour écouter ce que son père avait d'important à lui dire. Chloé resta debout. Dans son propre bureau, face à sa propre famille, elle se sentait comme une enfant convoquée pour une punition. Cette sensation familière de petitesse qu'elle espérait avoir définitivement enterrée l'envahissait de nouveau. Directeur commercial. Damien, qui n'avait jamais tenu un emploi plus de 6 mois, qui ne connaissait rien au marketing digital, qui passait ses journées à parier sur des matchs de football en ligne. Le silence qui suivit l'annonce résonnait dans ses oreilles comme un glas. Quand elle murmura qu'il plaisantait sûrement, Damien se redressa en déclarant avoir réfléchi à son avenir. 4 500 € par mois lui semblaient corrects pour commencer, plus les primes évidemment. Plus que le salaire de certains de ses employés les plus expérimentés. Plus que ce qu'elle se versait certains mois difficiles. Elle tenta d'expliquer que Damien n'avait aucune expérience en communication, aucune formation commerciale, mais sa mère la coupa net. C'était justement pour cela qu'il avait besoin de cette opportunité. Elle lui devait bien ça, après tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Cette phrase, cette maudite phrase qui avait empoisonné son enfance et son adolescence. Comme si sa réussite était un vol commis envers son frère. Comme si chacune de ses victoires était une dette contractée envers eux. Son père énuméra méthodiquement ses obligations. Qui avait payé ses études, qui l'avait hébergée quand elle avait divorcé de Pierre, qui gardait Lucas quand elle travaillait tard. Chaque argument était un coup porté avec précision. Il connaissait ses points faibles, ses moments de vulnérabilité, ces instants où elle avait eu besoin d'eux. Et maintenant, ils lui présentèrent la facture. Damien croisa les bras en déclarant que c'était son devoir familial, qu'elle devait lui donner ce poste avec le salaire qu'il voulait, sinon elle le regretterait. Son ton désinvolte, sa certitude absolue d'obtenir ce qu'il voulait, cette arrogance héritée de 30 années de protection parentale inconditionnelle, firent que quelque chose se brisa en Chloé. Pas de la tristesse ou de la colère, mais une clarté froide et définitive. Elle regarda ses parents, puis son frère, ces 3 personnes qui auraient dû être son refuge et qui venaient de se transformer en ses bourreaux. Elle leur demanda simplement de sortir. À ce moment précis, ils venaient de signer leur propre ruine. Le lendemain matin, Chloé gara sa Peugeot devant le petit pavillon de Madame Dubois, dans le 19e arrondissement, comme tous les jours depuis 3 ans. La nounou de Lucas, une femme de 55 ans aux manières douces, l'accueillit sur le pas de la porte avec un visage inhabituellement troublé. « Lucas n'est pas arrivé ce matin », murmura-t-elle. Son père l'a récupéré hier soir pour le ramener directement à l'école. Mais l'institutrice vient d'appeler.
Chloé sentit ses jambes se dérober. Pierre ne récupérait jamais Lucas un lundi soir. Leur accord de garde était strictement respecté. 1 semaine sur 2, échange le vendredi. Elle composa frénétiquement son numéro, tombant directement sur la messagerie. Puis elle appela l'école, l'hôpital le plus proche, même le commissariat local, sa voix devenant de plus en plus aiguë à chaque tentative infructueuse. À 10h43, son téléphone vibra. Un SMS de son père. « Gare du Nord, hall principal. Ton fils t'attend près du panneau d'affichage. Tu as jusqu'à 16h pour réfléchir à notre proposition. » Une photo accompagnait le message. Lucas, assis seul sur un banc, son petit sac à dos Pokémon serré contre sa poitrine, les yeux rougis. La rage et la panique se mélangèrent dans ses veines comme un poison. Ils avaient osé. Sa propre famille avait kidnappé son enfant de 6 ans pour faire pression sur elle. En 20 minutes, elle traversa Paris dans un état second, grillant 2 feux rouges, son cœur battant si fort qu'elle entendait le sang battre dans ses oreilles. Elle le trouva exactement là où la photo avait été prise, recroquevillé sur le banc métallique, fixant ses baskets neuves qu'elle lui avait achetées la semaine précédente. Quand il leva les yeux vers elle, Chloé vit une terreur qu'un enfant ne devrait jamais connaître. Lucas se jeta dans ses bras en sanglotant. « Maman, papy a dit que tu ne m'aimais plus si je restais pas avec lui. Il a dit que tu préférais ton travail à moi. » Son petit corps tremblait contre elle. La manipulation était d'une cruauté raffinée. Retourner un enfant contre sa propre mère, planter des graines de doute dans un cœur de 6 ans, utiliser l'amour filial comme une arme. Chloé berça son fils en murmurant des mots rassurants, mais intérieurement, quelque chose de définitif venait de se briser entre elle et ses parents. Sur le chemin du retour, Lucas s'endormit dans son siège auto, épuisé par l'émotion. Chloé roulait lentement, savourant le soulagement de l'avoir retrouvé tout en planifiant méthodiquement sa riposte. Elle s'arrêta dans une pharmacie pour acheter de l'arnica, l'enfant ayant une bosse sur le front qu'elle n'avait jamais vue auparavant. En arrivant chez elle, rue de la Folie-Méricourt, elle découvrit Damien adossé contre sa porte d'entrée, consultant son téléphone avec désinvolture. Il leva les yeux vers elle avec ce même sourire suffisant que la veille. « J'espère que tu as bien réfléchi pendant cette petite promenade, » dit-il en regardant Lucas endormi. « Le poste de directeur commercial m'intéresse toujours. Peut-être même qu'on pourrait négocier une augmentation vu les circonstances. » Chloé le regarda droit dans les yeux, emportant Lucas. Sa voix, quand elle parla, était d'un calme glacial qui la surprit elle-même. « Vous venez de commettre un enlèvement d'enfant. 5 ans de prison. Dans 1 heure, je dépose plainte avec photos et témoignages. » L'expression de Damien changea. Pour la première fois depuis l'enfance, Chloé vit une fêlure dans son arrogance habituelle. Elle passa devant lui sans un regard de plus, ouvrit sa porte et la referma doucement. Dans le silence de son appartement, elle posa délicatement son fils sur le canapé, prit son téléphone et composa le numéro de Pierre. Personne ne toucherait plus jamais à leur enfant. Le commissariat du 10e arrondissement bourdonnait d'activité en cette fin de matinée. Chloé s'installa face au brigadier Moreau, un homme aux tempes grises qui avait écouté son récit sans l'interrompre une seule fois. Entre eux s'étalèrent les preuves. Capture d'écran du SMS de chantage, photo de Lucas seul à la gare, témoignage écrit de Madame Dubois confirmant l'enlèvement par le grand-père. Madame, même entre grands-parents et petits-fils, c'est un délit de soustraction d'enfants. Passible de 5 ans de prison, déclara l'officier en paraphant le procès-verbal. Nous allons convoquer vos parents dans les 48 heures. Chloé quitta le commissariat avec un sentiment étrange, mélange de soulagement et d'irréversibilité. En portant plainte contre sa propre famille, elle venait de franchir un point de non-retour. Elle composa le numéro de Pierre depuis sa voiture, garée devant l'école maternelle Sainte-Marguerite où Lucas terminait sa journée. Son ex-mari décrocha à la première sonnerie. Sa voix, quand elle lui expliqua la situation, devint d'acier trempé. Avocat pénaliste depuis 15 ans, Pierre avait vu défiler les pires affaires familiales, mais que ses propres beaux-parents utilisent son fils comme monnaie d'échange le révoltait viscéralement. « Je prends le premier TGV de Lyon. D'ici ce soir, j'obtiens une ordonnance de protection, » annonça-t-il. Personne ne s'approche plus de Lucas sans notre autorisation écrite. Pendant que Pierre organisait leur défense légale, Chloé activait une stratégie qu'elle gardait en réserve depuis des mois. 6 mois plus tôt, inquiète des rumeurs sur les dettes de jeu de Damien, elle avait discrètement engagé un détective privé. Thomas Blanchard,
ancien policier reconverti, venait de lui transmettre un dossier accablant par email. Les chiffres donnaient le vertige. 35 000 € de dettes auprès de 3 casinos en ligne, 15 000 € empruntés à des usuriers de Belleville, une hypothèque de 80 000 € contractée par ses parents sur leur pavillon de Meaux pour éponger les premières dettes. Le tout dissimulé sous de fausses déclarations et des comptes offshore. Mais le plus révélateur était la correspondance entre Damien et leurs parents, interceptée légalement par le détective. Depuis 8 mois, il planifiait méthodiquement de faire pression sur Chloé. D'abord en la culpabilisant, puis en utilisant Lucas si elle résistait. Son enlèvement n'était pas un coup de tête désespéré, mais une stratégie mûrement réfléchie. Chloé imprima l'intégralité du dossier dans son bureau, ses mains tremblant légèrement en découvrant l'ampleur de la manipulation. Elle n'était pas seulement une fille ingrate dans leur esprit, elle était devenue une ressource financière à exploiter systématiquement. Il ne voulait pas seulement qu'elle embauche Damien, il voulait qu'elle rembourse toutes ses dettes et finance son train de vie indéfiniment. À 17h, elle publia un message sur LinkedIn, réseau professionnel où ses clients et partenaires la suivaient avec attention. Sans nommer personne, elle évoquait les tentatives de chantage familial auxquelles font face certains entrepreneurs, la nécessité de protéger les limites professionnelles contre les pressions personnelles. Les réactions furent immédiates et massives. Ses clients lui exprimaient leur soutien, partageaient leurs propres expériences de manipulation familiale, saluaient son courage à exposer ses pratiques toxiques. En quelques heures, le post générait plus de 200 commentaires de solidarité. Damien, qui surveillait probablement ses réseaux sociaux, ne tarda pas à réagir. Il se présenta dans les locaux de l'agence vers 18h, exigeant de parler à sa sœur devant l'équipe médusée. Quand Chloé refusa de le recevoir, il éleva la voix dans l'open space, accusant publiquement celle qu'il appelait la directrice de détruire sa famille par égoïsme. La sécurité de l'immeuble dut intervenir pour l'expulser, mais le mal était fait. Ses employés avaient assisté à une scène pathétique qui confirmait tout ce qu'elle avait eu par pudeur depuis des années. Son assistante, Marie, vint la voir après le départ de Damien. « On savait que votre famille vous posait des problèmes, Madame Chloé, mais on n'imaginait pas que c'était à ce point. » Le soir même, Pierre arriva de Lyon avec l'ordonnance de protection. Lucas dormirait désormais en sécurité, légalement protégé de grands-parents qui avaient définitivement perdu le droit de l'approcher. L'enquête sociale se mit en branle avec la méticulosité bureaucratique française. Madame Sylvie Laurent, travailleuse sociale spécialisée dans les conflits familiaux, convoqua les parents de Chloé au bureau de la protection de l'enfance du 11e arrondissement. Le couple arriva avec 40 minutes de retard, affichant cette indignation outrée des personnes persuadées d'être victimes d'une erreur judiciaire. Face à l'assistante sociale, ils nièrent d'abord catégoriquement avoir enlevé Lucas. Puis, devant les preuves accablantes, ils minimisèrent leurs actes avec une mauvaise foi stupéfiante. Ils voulaient simplement faire comprendre à leur fille l'importance de la solidarité familiale. Lucas n'avait couru aucun danger réel. Il l'adorait, voyons. C'était juste un petit malentendu qui avait mal tourné. Madame Laurent, habituée aux manipulateurs familiaux après 20 ans de carrière, ne se laissa pas attendrir. Elle documenta méthodiquement leurs contradictions, leurs tentatives de retournement de situation, leur incapacité totale à reconnaître la gravité de leurs actes. Son rapport, transmis au procureur le lendemain, recommandait le maintien de l'interdiction d'approche et un suivi psychologique obligatoire. Pendant que la justice suivait son cours, Damien intensifiait sa campagne de déstabilisation. Il contacta directement 3 clients majeurs de l'agence, se présentant comme le frère de Chloé et insinuant qu'elle traversait une période d'instabilité mentale liée à son divorce difficile. Il serait prêt à reprendre temporairement la direction de l'entreprise familiale pour assurer la continuité des services. La manœuvre était d'une stupidité confondante. Les clients en question, des directeurs marketing aguerris, transmirent immédiatement les messages à Chloé. Non seulement ils n'étaient pas dupes, mais ils furent choqués par cette tentative grossière de sabotage professionnel. L'un d'eux, Marc Dubois de chez Lactalis, appela personnellement Chloé pour lui exprimer son indignation. « Votre frère nous a envoyé un email prétendant que vous étiez temporairement indisponible pour raisons personnelles et qu'il assurait l'intérim. J'ai rarement vu une tentative d'usurpation aussi maladroite.
Loin de nuire à sa réputation, les agissements de Damien généraient une vague de solidarité inattendue. Ses clients découvraient l'ampleur du harcèlement familial qu'elle subissait depuis des mois et lui apportèrent leur soutien inconditionnel. Certains proposèrent même d'augmenter leur budget publicitaire pour compenser les difficultés personnelles qu'elle traversait. Cette solidarité professionnelle contrastait douloureusement avec l'isolement familial qui se creusait chaque jour davantage. Sa mère l'appelait quotidiennement, alternant menaces voilées et tentatives de culpabilisation. Elle évoquait la santé fragile du père, l'impact psychologique sur Damien, l'incompréhension des voisins face à cette guerre fratricide incompréhensible. « Tu détruis ta propre famille pour quelques euros, Chloé. Ton père fait de l'hypertension depuis cette histoire. Tu veux vraiment être responsable de sa mort ?» Ces appels incessants épuisaient Chloé mentalement. Elle finit par bloquer le numéro de ses parents et changea son numéro professionnel que Damien harcelait également. Pierre, qui s'était temporairement installé dans l'appartement de la rue de la Folie-Méricourt, observait avec inquiétude les cernes qui s'accentuaient sous ses yeux. Lucas, lui, manifestait les séquelles psychologiques de son enlèvement par des cauchemars récurrents et une anxiété de séparation marquée. Il refusait catégoriquement de quitter l'appartement sans l'un de ses parents et sursautait chaque fois que la sonnette retentissait. La psychologue scolaire recommanda un suivi thérapeutique spécialisé. Les enfants de 6 ans n'ont pas les outils cognitifs pour comprendre qu'on puisse les utiliser comme monnaie d'échange, expliqua le docteur. Moreau lors de la première consultation. Lucas croit encore qu'il a fait quelque chose de mal pour mériter cette situation. Cette phrase fit l'effet d'un électrochoc sur Chloé. En protégeant son fils des manipulations familiales, elle l'exposait malgré elle aux conséquences psychologiques de ce conflit d'adultes. La culpabilité qu'elle ressentait était exactement celle que sa famille cherchait à instiller, mais elle était fondée cette fois sur une responsabilité réelle de parent. Le soir même, elle prit une décision qui allait définitivement sceller son avenir. Accepter la proposition de Pierre de reformer temporairement un foyer uni, non par amour retrouvé, mais par nécessité parentale. Lucas avait besoin de stabilité et de sécurité que seuls ses 2 parents réunis pouvaient lui offrir dans ces circonstances exceptionnelles. Cette décision pragmatique ouvrait la voie à une reconstruction familiale sur des bases entièrement nouvelles. Un dimanche matin de la fin mars, Chloé découvrit sa grand-mère Marcelle devant sa porte d'entrée. La femme de 78 ans tenait fermement son sac en cuir noir, celui qu'elle portait aux grandes occasions depuis 40 ans. Son visage buriné exprimait une détermination que Chloé ne lui connaissait pas. « Il faut qu'on parle, ma petite. » Seule à seule. Elles s'installèrent dans la cuisine. Lucas jouant sagement dans sa chambre sous la surveillance de Pierre. Marcel refusa le café que lui proposait sa petite fille et alla droit au but avec cette franchise brutale des personnes âgées qui n'ont plus le temps des circonlocutions. Ce que font tes parents est inadmissible, mais il y a des choses que tu dois savoir avant que cette guerre familiale aille plus loin. Elle ouvrit son sac et en sortit une enveloppe jaunâtre, cachetée depuis des décennies. À l'intérieur, un certificat de naissance que Chloé n'avait jamais vu. Son père biologique n'était pas l'homme qu'elle appelait papa depuis 34 ans, mais un certain Antoine Deschamps, décédé dans un accident de voiture quand elle avait 6 mois. La révélation frappa Chloé comme une gifle silencieuse. Sa mère, enceinte et abandonnée, avait rencontré son père adoptif quelques mois après sa naissance. L'homme avait accepté d'élever l'enfant d'un autre, mais sous condition expresse que cette filiation reste secrète. Chloé grandirait en ignorant tout de ses origines paternelles. « Pourquoi me le dire maintenant ?» murmura-t-elle. Marcel sortit une 2e enveloppe, plus récente celle-ci. Une lettre manuscrite accompagnée d'une carte de visite professionnelle. Antoine Deschamps avait un frère cadet, Antoine également, qui dirigeait aujourd'hui une petite chaîne de 3 hôtels-restaurants familiaux dans le Luberon. Cet oncle ignorait totalement l'existence de Chloé. « J'ai retrouvé sa trace il y a 2 ans, quand j'ai commencé à m'inquiéter des agissements de Damien. Tu as une vraie famille quelque part. Une famille qui ne te considérera pas comme une vache à lait. » La vieille dame expliqua qu'elle avait secrètement ouvert un livret d'épargne pour Lucas, alimenté chaque mois depuis sa naissance par une partie de sa maigre retraite. 23 000 € dormaient sur ce compte, ignorés de ses parents qui ne cessaient de pleurer misère pour justifier leur demande d'argent. Ils ont hypothéqué leur maison pour payer les dettes de jeu de Damien, c'est vrai,
Mais ils ont aussi dilapidé l'héritage de ton grand-père paternel en voyages et restaurants pendant des années. Ta mère porte des sacs Hermès mais prétend ne pas avoir de quoi aider son petit-fils. » Ces révélations successives recomposaient entièrement l'histoire familiale que Chloé croyait connaître. Elle n'était pas l'enfant ingrate qui devait tout à ses parents adoptifs, mais une orpheline qui avait grandi dans un mensonge soigneusement entretenu. Son sentiment permanent d'être étrangère dans sa propre famille prenait enfin un sens. Marcel lui tendit le numéro d'Antoine Deschamps, encourageant sa petite fille à le contacter rapidement. L'homme était marié, père de 2 enfants adultes, et dirigeait ses établissements selon des principes éthiques et familiaux aux antipodes de la toxicité qu'elle connaissait. Ton vrai père était quelqu'un de bien, Chloé. Un jeune homme travailleur qui rêvait de monter sa propre affaire. Tu lui ressembles plus qu'à n'importe qui d'autre dans cette famille. L'après-midi même, après le départ de Marcel, Chloé composa le numéro avec des mains tremblantes. Antoine décrocha à la 3e sonnerie, sa voix chaude portant un léger accent provençal qui lui parut immédiatement familier. Quand elle se présenta comme la fille de son frère décédé, le silence qui suivit fut si long qu'elle crut qu'il avait raccroché. Puis elle entendit un soupir profond, chargé d'émotions contenues. « Mon Dieu, ma petite nièce, je me suis toujours demandé ce qu'était devenu le bébé de mon frère. Ta mère avait disparu après l'enterrement. On n'a jamais su. » Ils parlèrent pendant 2 heures, Antoine lui racontant son père biologique avec une tendresse émue, elle lui expliquant sa situation familiale actuelle, sans épargner les détails sordides. Son oncle l'invita immédiatement à venir dans le Vaucluse avec Lucas et Pierre, pour qu'ils apprennent enfin à se connaître. Pour la première fois depuis des semaines, Chloé raccrocha avec un sentiment d'espoir. Elle avait peut-être perdu une famille toxique, mais elle venait d'en découvrir une autre, authentique et bienveillante. Le lundi matin suivant, Chloé arriva dans ses bureaux de la rue du Faubourg du Temple pour découvrir un attroupement inhabituel devant l'entrée de son immeuble. Marie, son assistante, l'attendait avec un visage livide et lui expliqua que Damien était monté directement au 3e étage avec de faux papiers d'identité, se présentant au gardien comme le nouveau directeur général. Il avait passé 1 heure dans l'open space, fouillant les ordinateurs, consultant les dossiers clients confidentiels et annonçant aux employés médusés que sa sœur traversait une dépression nerveuse nécessitant son remplacement immédiat. 2 stagiaires terrorisés avaient même commencé à rassembler des documents sensibles sur ses instructions avant que la sécurité ne soit finalement alertée. « Il a pris des photos de nos écrans, Madame Chloé. Je pense qu'il cherchait des informations financières ou des contacts clients, » rapporta Marie en serrant nerveusement son carnet. La violation était d'une gravité extrême. Damien avait non seulement usurpé l'identité de dirigeant, mais aussi potentiellement volé des données confidentielles protégées par le secret professionnel. Chloé contacta immédiatement son avocat pour déposer une nouvelle plainte, cette fois pour intrusion frauduleuse et vol de données. Pendant qu'elle gérait cette crise professionnelle, une autre tempête se préparait du côté des créanciers de Damien. Les usuriers de Belleville, lassés des promesses non tenues, avaient décidé d'élargir leur pression à l'ensemble de la famille. Ils considéraient que Chloé, en tant que sœur fortunée, était moralement solidaire des dettes contractées. Le premier signe inquiétant fut un appel anonyme reçu sur son téléphone professionnel. Une voix masculine, posée mais menaçante, lui expliqua calmement que son frère leur devait 15 000 € depuis 8 mois, que la famille était responsable collectivement de cette dette, qu'il savait où elle travaillait, où son fils allait à l'école, où elle habitait. « Madame Deschamps, votre petit frère nous raconte des histoires depuis trop longtemps. Il dit que sa sœur chef d'entreprise va régler ses problèmes. Nous, on veut bien le croire. » Chloé raccrocha, les mains tremblantes. Elle réalisa avec effroi que Damien avait donné son nom et ses coordonnées à des individus dangereux pour retarder leurs exigences. En plus de la chantage familial et du harcèlement professionnel, elle devait maintenant faire face à des menaces extérieures directement liées aux frasques de son frère. Cette escalation poussa Pierre à prendre des mesures de sécurité drastiques. Il modifia les horaires de sortie d'école de Lucas, demanda à son cabinet d'avocat d'assurer discrètement une surveillance et contacta un serrurier pour changer toutes les serrures de l'appartement. La vie de famille qu'ils tentèrent de reconstruire se transformait en bunker assiégé. Les parents de Chloé, convoqués par le commissariat pour l'intrusion de Damien, arrivèrent accompagnés de leur fils et d'un avocat commis d'office. Face aux enquêteurs, ils maintinrent une version surréaliste des faits. Damien avait simplement voulu aider sa sœur en détresse. Il n'avait rien volé,
C'était un malentendu familial que la justice n'avait pas à arbitrer. Leur avocat, visiblement mal à l'aise, tenta de plaider la relaxe en évoquant un conflit patrimonial classique. Mais les preuves étaient accablantes. Vidéosurveillance, témoignages des employés, faux papiers saisis, photos prises illégalement. Le procureur requit une mise en examen pour plusieurs délits. Ce soir-là, Chloé reçut un appel désespéré de sa mère, pleurant au téléphone comme elle ne l'avait jamais entendu pleurer. Son père venait d'être hospitalisé pour un malaise cardiaque. Les médecins évoquaient un stress post-traumatique lié aux événements récents. Elle suppliait sa fille de retirer ses plaintes, de sauver ce qui pouvait encore l'être de leur famille déchirée. « Tu veux vraiment la mort de ton père sur la conscience ? Damien accepte de partir loin, de ne plus jamais t'embêter. Tout peut redevenir comme avant si tu arrêtes cette folie judiciaire. » Pour la première fois depuis le début de cette guerre, Chloé hésita. Pas par culpabilité, mais par épuisement. La bataille qu'elle menait pour protéger son fils et sa dignité épuisait ses forces morales. Elle regarda Lucas endormi sur le canapé, Pierre qui préparait méthodiquement les dossiers juridiques, et se demanda si elle n'était pas en train de sacrifier le présent sur l'autel d'une justice hypothétique. Mais quand elle repensa aux usuriers qui connaissaient l'école de son fils, à Damien photographiant les ordinateurs de ses employés, à cette manipulation systématique orchestrée depuis des mois, sa détermination se raffermit. Il était trop tard pour faire machine arrière. 6 mois après l'enlèvement de Lucas, la vie de Chloé avait pris un rythme nouveau, fait de précautions et de redécouvertes. L'appartement de la rue de la Folie-Méricourt résonnait maintenant des voix mêlées de 3 personnes qui réapprenaient à vivre ensemble, non plus comme un couple éclaté, mais comme une famille recomposée par les circonstances. Pierre avait transformé l'ancien bureau en chambre temporaire, officiellement pour quelques mois, officieusement pour une durée indéterminée que personne n'osait questionner. Leur conversation du soir, après le coucher de Lucas, évoquait de prudemment la possibilité d'une réconciliation basée sur une maturité qu'ils n'avaient pas eue lors de leur premier mariage. « Nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'il y a 3 ans, confiait Pierre, en corrigeant les devoirs de Lucas. Cette épreuve nous a montré ce qui compte vraiment. Lucas lui-même manifestait des progrès encourageants grâce au suivi psychologique hebdomadaire avec le docteur Moreau. Les cauchemars s'espaçaient, remplacés par des nuits paisibles, où l'enfant dormait entre ses parents lors des orages ou des moments d'angoisse. La psychologue expliquait que cette régression temporaire était nécessaire à sa reconstruction. Professionnellement, l'agence de Chloé traversait une période paradoxalement prospère. La solidarité manifestée par ses clients pendant la crise s'était muée en partenariat renforcé. 3 nouveaux contrats majeurs avaient été signés, dont un avec Lactalis qui souhaitait récompenser concrètement sa résistance face au chantage familial. Plus significatif encore, sa rencontre avec Antoine Deschamps avait ouvert des perspectives inattendues. Son oncle paternel, impressionné par son parcours entrepreneurial et sa gestion de la crise familiale, lui avait proposé de s'associer pour développer une nouvelle activité, des espaces de coworking éthiques dans ses hôtels du Luberon. Le projet séduisait Chloé par sa dimension humaine et son éloignement géographique de Paris. Elle envisageait sérieusement de vendre son agence à un grand groupe publicitaire qui la courtisait depuis 2 ans, pour se consacrer à cette aventure provençale qui réconcilierait vie professionnelle et épanouissement personnel. Antoine m'offre ce que ma vraie famille n'a jamais su me donner. Un projet commun basé sur la confiance et le respect mutuel, expliquait-elle à Pierre lors d'une de leurs longues discussions nocturnes. Les nouvelles de sa famille adoptive lui parvenaient désormais par bribes, principalement via Marcel, qui maintenait un contact minimal avec sa fille. Damien avait effectivement quitté la région parisienne, officiellement pour échapper aux poursuites, officieusement pour fuir ses créanciers, qui se montraient de plus en plus pressants. Ses parents purgeaient leur peine avec sursis, astreints à des travaux d'intérêt général dans une association d'aide aux personnes âgées. L'ironie voulait qu'ils découvrent enfin la notion d'utilité sociale qu'ils avaient passé leur vie à ignorer. Selon Marcel, cette expérience les transformait lentement, leur père retrouvant une humilité perdue depuis des décennies. L'interdiction d'approche restait en vigueur, mais Chloé percevait par ses sources indirectes une évolution dans l'attitude de ses parents. Fini les menaces et le chantage émotionnel, remplacés par une acceptation résignée de leurs responsabilités dans cette déchirure familiale. Un événement inattendu vint bouleverser cet équilibre fragile un jeudi après-midi. En sortant de l'école avec Lucas, Chloé aperçut sa mère de l'autre côté de la rue.
respectant scrupuleusement l'interdiction d'approche, mais observant son petit-fils avec une mélancolie poignante. Leurs regards se croisèrent pendant quelques secondes. Pas de colère, pas de reproche. Juste une tristesse partagée pour cette relation grand-parentale brisée par l'orgueil et la manipulation. Sa mère fit un petit signe de la main vers Lucas, avant de s'éloigner discrètement. Cette vision troubla profondément Chloé. Pour la première fois depuis des mois, elle entrevit la possibilité d'un pardon lointain, conditionné à une transformation radicale des rapports familiaux. Non pas un retour à l'ancien système toxique, mais la construction de relations saines, basées sur le respect des limites qu'elle avait si difficilement établies. Le soir même, elle en parla à Pierre qui l'encouragea à suivre son instinct maternel. Lucas avait le droit de connaître ses grands-parents, mais uniquement dans un cadre strictement encadré qui garantirait sa sécurité psychologique. Cette réflexion ouvrait la voie à une dernière phase de cette crise familiale, celle de la reconstruction conditionnelle, longue et périlleuse, d'un lien familial purifié par l'épreuve. 10 mois après l'enlèvement de Lucas, Chloé reçut un appel inattendu du commissariat du 10e arrondissement. Ses parents demandaient à la rencontrer dans le cadre d'une procédure de médiation pénale proposée par le procureur. Ils souhaitaient présenter leurs excuses officielles et négocier une éventuelle levée partielle de l'interdiction d'approche. Chloé accepta, accompagnée de Pierre et de son avocat. La salle de médiation du tribunal de grande instance sentait l'encaustique et l'anxiété. Ses parents l'attendaient, vieillis de 10 ans en quelques mois. Leurs visages creusés témoignant de l'impact psychologique de cette guerre familiale qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée. Sa mère avait perdu 15 kilos, ses cheveux autrefois impeccables pendaient tristement autour d'un visage amaigri. Son père, sortant d'un second malaise cardiaque, s'appuyait sur une canne et évitait soigneusement son regard. Entre eux, l'absence de Damien pesait comme un aveu de culpabilité collective. Le médiateur, un magistrat à la retraite habitué aux drames familiaux, établit d'emblée les règles. Reconnaissance des faits, expression des regrets, négociation des conditions d'un éventuel rapprochement graduel. Pas de justification, pas de retournement de situation, seulement la vérité et ses conséquences. Sa mère prit la parole en premier, sa voix brisée par l'émotion contenue. Elle reconnut avoir orchestré avec son mari et Damien une stratégie de chantage systématique destinée à exploiter financièrement leur fille, que l'enlèvement de Lucas était prémédité depuis des semaines comme ultime moyen de pression. Nous pensions que tu nous devais de l'aide parce que nous t'avions élevé. Nous ne comprenions pas que ton succès était le fruit de ton travail, pas de notre éducation. Nous avons été aveugles et cruels. Son père, quand il put enfin parler sans que sa voix se brise, admit l'ampleur de la manipulation psychologique qu'ils avaient exercée depuis l'enfance. Comment ils avaient constamment sacrifié l'épanouissement de leur fille adoptive au profit de leur fils biologique, créant un déséquilibre familial toxique dont elle était la principale victime. Ces aveux, attendus depuis des mois, n'apportèrent pas le soulagement espéré à Chloé. Au contraire, elle ressentit une colère froide en entendant formuler explicitement les mécanismes de domination qu'elle avait subis inconsciemment pendant des décennies. « Vous venez de détruire l'enfance et l'adolescence que j'idéalisais encore malgré tout. Je préférais croire que vous m'aimiez maladroitement plutôt que d'admettre que j'étais juste un investissement à rentabiliser. » Le médiateur proposa une suspension temporaire pour permettre à chacun de digérer ces révélations. Chloé sortit de la salle, accompagnée de Pierre, laissant ses parents avec leur avocat et le poids de leur confession. Dans le couloir du tribunal, elle croisa par hasard Marcel qui sortait d'une autre procédure concernant une succession familiale. Sa grand-mère l'étreignit longuement, percevant immédiatement l'état émotionnel de sa petite fille. « Les excuses ne effacent pas 30 ans de manipulation, ma chérie. Elles ne font que confirmer ce que tu savais déjà au fond de toi. » Quand la médiation reprit, Chloé exposa ses conditions pour un éventuel rapprochement futur. Maintien de l'interdiction d'approche pour encore 6 mois minimum. Suivi psychologique obligatoire pour ses parents afin qu'ils comprennent les mécanismes de leur toxicité. Contact avec Lucas, uniquement en présence d'un tiers et dans un lieu neutre. Plus important encore, elle exigea qu'ils reconnaissent publiquement leurs torts auprès des proches qui avaient assisté à cette guerre familiale. Que leurs voisins, leurs amis, leur famille élargie sachent qu'elle n'était pas la fille ingrate de leur version manipulée, mais la victime d'un chantage systématique. Ses parents acceptèrent toutes ces conditions sans négociation, preuve de leur épuisement moral et de leur prise de conscience tardive.
Le médiateur acta ses engagements dans un protocole d'accord contraignant, violation passible de nouvelles poursuites. En quittant le tribunal, Chloé ressentit un mélange de soulagement et de mélancolie. Cette confrontation finale marquait la mort définitive de l'illusion familiale qu'elle avait entretenue malgré tout. Ses parents biologiques ou adoptifs ne seraient jamais la famille aimante qu'elle avait espérée enfant. Mais elle avait désormais autre chose. Pierre qui l'attendait patiemment dans la voiture. Lucas qui lui faisait confiance absolument. Antoine qui lui offrait un avenir professionnel épanouissant. Une famille choisie plutôt que subie, construite plutôt qu'héritée. Pour la première fois depuis 1 an, elle envisagea l'avenir avec sérénité. 18 mois plus tard, par une matinée de septembre doré, Chloé contemplait le paysage provençal depuis la terrasse de son nouveau bureau à Gordes. Les vignes du Luberon s'étendaient à perte de vue, ponctuées de mâts centenaires et d'oliviers argentés qui scintillaient dans la lumière méditerranéenne. Cette vue remplaçait désormais les toits gris du 11e arrondissement, symbole d'une renaissance qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. La vente de son agence parisienne s'était finalisée 6 mois plus tôt dans des conditions exceptionnellement avantageuses. Le groupe Havas, impressionné par sa résistance face aux pressions familiales et la loyauté de sa clientèle, avait proposé un rachat à un prix dépassant ses espérances les plus optimistes. Cette transaction lui permettait aujourd'hui de cofinancer avec Antoine le développement de 3 espaces de coworking éthiques intégrés à ses hôtels familiaux. Le projet dépassait leurs ambitions initiales. Entrepreneurs parisiens en quête d'équilibre, freelances internationaux, artistes en résidence, affluaient vers ces lieux uniques où travail et art de vivre se conjuguaient harmonieusement. Leur concept d'hospitalité professionnelle révolutionnait l'approche traditionnelle du télétravail. Pierre avait obtenu sa mutation au barreau d'Avignon, spécialisant désormais son cabinet dans la défense des entrepreneurs victimes de harcèlement familial. Son expérience personnelle enrichissait sa pratique juridique d'une dimension humaine que ses clients appréciaient particulièrement. Leur couple, reconstruit sur des fondations plus solides, s'épanouissait dans cette nouvelle géographie affective. Lucas, maintenant âgé de 8 ans, parlait couramment provençal grâce à ses camarades de classe de l'école du village. Il appelait Antoine « tonton » avec une affection naturelle et passait ses mercredis dans les cuisines des hôtels à apprendre les recettes traditionnelles. Son traumatisme initial s'estompait progressivement, remplacé par la joie simple d'un enfant qui grandit entouré d'adultes bienveillants. Marcel avait quitté Paris pour s'installer dans un appartement de fonction que Chloé lui avait aménagé au rez-de-chaussée de leur masse. À 80 ans, elle découvrait les joies d'être arrière-grand-mère active, jardinant avec Lucas et transmettant les secrets culinaires familiaux qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de partager. Les nouvelles de ses parents adoptifs lui parvenaient occasionnellement par Marcel. Ils avaient vendu leur pavillon de Meaux pour s'installer dans un appartement plus modeste, travaillaient toujours bénévolement dans l'association d'aide aux personnes âgées. Cette activité semblait leur apporter l'épanouissement personnel qu'ils avaient vainement cherché dans la manipulation familiale. 3 mois plus tôt, ils avaient envoyé une carte d'anniversaire à Lucas, accompagnée d'un courrier pour Chloé. Pas de demande de réconciliation, pas de justification tardive, simplement l'expression d'une fierté sincère pour la réussite de leur fille et des vœux de bonheur pour leur petit-fils. Cette évolution témoignait d'un travail psychologique approfondi qui les transformait lentement. Chloé conservait précieusement cette correspondance sans y répondre immédiatement. Le pardon viendrait peut-être un jour, conditionné à une reconstruction complète de leur rapport sur des bases respectueuses. Pour l'instant, elle se contentait de constater leur évolution positive sans s'y engager émotionnellement. Damian, selon les dernières informations, s'était installé en Espagne, où il tentait de refaire sa vie loin de ses créanciers parisiens. Marcel mentionnait parfois ses difficultés financières persistantes, mais Chloé avait définitivement fermé ce chapitre de compassion destructrice. Son frère adoptif devait assumer seul les conséquences de ses choix. Ce matin-là, en préparant le petit déjeuner familial sur la terrasse ombragée, Chloé mesura le chemin parcouru. Elle avait perdu une famille toxique pour en construire une authentique, abandonné la sécurité parisienne pour l'aventure provençale, troqué le statut de fille soumise contre celui de femme libre. Lucas arriva en courant depuis le potager, les mains pleines de tomates cerises qu'il avait cueillies avec Marcel. Pierre émergea de son bureau improvisé, ses dossiers sous le bras, souriant de cette satisfaction professionnelle retrouvée.
Antoine apparut sur le sentier, portant le pain frais qu'il rapportait chaque matin du village. Autour de cette table provençale, 4 générations partageaient un bonheur simple mais inestimable, celui d'une famille choisie par amour, plutôt qu'imposée par le sang, construite par la confiance plutôt qu'héritée par obligation. Pour la première fois de sa vie, Chloé était enfin chez elle. Wait a second. Well, okay. Well, dude, we don't have time to wait. We're over it. I can't open my thing. Okay, it's a gin. Let's go. Tired. I'm tired of this, Grandpa. That's too damn bad. Keep digging. Okay. Okay. I want to play professional so I can feel good at this game. Well, at this point, I don't think we could. The poll was unanimous. Everybody voted to switch to Severance. Wow. You guys don't want to watch? So I will Phasmophobia leave that up to you, Tyler, though, because like I don't want to dictate what you do on your stream as well. Like that was just like what was voted for over on my side. So Yeah, no, that's fine. Let me I don't know. Chat, what do you guys think? Do you guys Hi, want me Clutch. to move over to Severance? and the pain. Wayward? I'm not anticipating good feelings. Yeah, Clutch. There's no good feelings here. I don't even know how to do a poll over here. I'm so bad at this. And miss my bingo. I've had enough heartbreak for one night. Cape is coming to follow you, by the way. Okay. I'm Lane. Do you guys want to come play? Faz? And we'll keep playing and we'll let them switch over to Severance. Since people still want their bingos. Selfish. Oh, sure. Okay. Yeah, I'll do that. I'll keep playing Faz. Okay. And All right, my chat. We're gonna switch over to Severance and end the night with that. Okay. Damn, the big update that bad. Oh, dude, big text. You have no idea. So bad. Officer Brian, thank you for the follow. Can someone explain bingo? They have it there. Usually we do it over on our side too, Trash Cat. But there's a bingo that you can play. It's called Stream Bounty, where it's essentially it's bingo. You call events that happen throughout the night, and you have a bingo card. We normally do that, but I didn't know how this update was going to be, so I did not start bingo on my side today. But normally, if I'm playing Faz, we'll be doing bingo. Thanks for playing, Tyler. Thank you so much for having me. I always love playing with you. Yeah. It's always the best. I'll switch over to mine, but I'll miss you guys. We'll miss you. Goodbye. Good luck. Thank you. Goodbye. All right, I'm gonna put up, while I'm getting everything switched over, I'm gonna put up words on my Be Right Back screen, and then we will be right back. Y'all stick around. If you have not seen Severance, it is a really fun game, and it is another ghost hunting game. You know, honestly, the update isn't as terrible as I thought it was based on watching people today. It is still playable. The game is still playable. It is going to take a lot of adjusting to get to the caliber that we can play at it, like what we're used to playing at it. But it's not my favorite. It's not good. It's not great, but it's not the worst that it could be. But I really hope they do fix it. But seriously though, definitely stick around because Severance is super fun. So just hang out just for a moment. We're gonna switch over, play some words, do some fun things. We'll be right back after these short messages.
All right, y'all. We're back. Oh, the ball of yarn is stuck on my face. Hello, everybody. We're back. This is not Phasmophobia. This is Severance. Anyone in chat who has Severance that would like to join, we do have 3 spots available if you would like to. Phoenix. I see you.